Et on poursuit nos entretiens à l'occasion de cette édition spéciale de Smart Bourse depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Smart Bourse qui intègre de plus en plus l'univers des actifs privés. Et nous en parlons avec Yves Desjardins, le responsable Europe de l'Ouest de Schroders. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, ça fait quelques années qu'on observe tous la vague montante de démocratisation des actifs privés. Vous nous direz où on en est de cette vague, mais vous le dites vous-même, c'est aussi un sujet qui n'est pas sans risque de réputation pour l'industrie de l'asset management au sens large. Attention, comme vous dites, à ne pas céder à une tentation trop court-termiste, d'une offre qui serait bâclée, qui ne se ferait pas forcément dans l'intérêt du client final. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Yves? Alors, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme attente, il y a une énorme envie, il y a une pression de l'État, du secteur public. Réglementaire. Qui a besoin, avec la loi industrie verte, qui a besoin de trouver des relais de financement pour ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a dans le même temps des pressions sur les marges chez les asset managers, sur les actifs cotés. Et donc, on voit bien, et on en est conscient, que les actifs réels peuvent être une solution pour se diversifier, certes en clientèle, mais aussi pour rétablir un petit peu les marges. Rétablir un petit peu les marges, oui, c'est ce qu'on fait chez Schroders, je pourrais en reparler. Mais si la tentation, c'est de se dire, attention, et pardon de le dire comme ça, c'est une vache à lait, le risque, c'est d'aller trop loin, de capturer la performance qui a déjà été fait en PE par certains acteurs, et quelque part de tuer ce qui est une opportunité naissante. Ouais, c'est ça. Très vigilance là-dessus et à le faire bien, à le faire dans des bonnes conditions. Ouais. Comment on s'assure? Alors, on parle d'alignement d'intérêt, skin in the game. Comment est-ce qu'on s'assure d'un bon alignement d'intérêt quand on s'adresse à des clients non professionnels? On parle des particuliers, mais ce sont des clients non professionnels, comme vous dites, Yves. Complètement. Et même si généralement on va passer par l'intermédiation de CGP, d'assureurs vie, de distributeurs, mais oui, ils sont non professionnels. Et l'alignement, pour moi, il répond à un principe de base. On doit offrir à nos clients privés exactement la même offre, les mêmes investissements que sur la partie institutionnelle, professionnelle. Ce que je veux dire par là, et en plus ça a des vertus. Première vertu, si on fait ça, ça veut dire que moi, mon équipe de gestion, en dette infra pour ce qui nous concerne en ce moment, on va lui demander d'originer des deals à la fois pour ce qu'elle faisait jusqu'à présent et pour des nouveaux clients. Donc le boulot est le même, il est juste, dans un très mauvais français, scalable. On peut avoir un effet de levier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je fais ça, ça veut dire que je n'ai pas vraiment d'opportunité ou d'incentive à augmenter mes frais. J'ai fait le même boulot, donc à la fin, je peux tenir mes frais relativement bas. On pourra revenir dessus, il faut quand même les monter pour les sujets de distribution et de marketing, mais relativement bas. Et surtout, il y a un effet réputationnel. Chez Schroders, on a fait plus d'une centaine de deals en 15 ans, on a eu 0 défaut, la classe d'actifs de dette infra est par essence une classe d'actifs où les défauts sont très rares, mais ça pourrait arriver. Et je m'imagine assez mal, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir un défaut dans un portefeuille qui serait le portefeuille retail, mais où le client institutionnel, lui, ne serait pas touché. Pour Schroders, pour la famille, ce serait un vrai sujet. Donc on ne peut pas faire ça. Donc nous, à la fin, on aligne complètement les clients privés et le client instit, c'est les mêmes deals. Sur le sujet de la tarification, comme vous dites, gérer des actifs privés, ça a un coût. Qu'est-ce qu'on peut, faire passer comme coût aux clients en restant dans une tarification juste et transparente? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Il y a la première chose, c'est le partage de valeur. Ultimement, il faut qu'à la fin, ce qui reste net à l'investisseur, net au client, ça soit cohérent. C'est-à-dire que si je vous parle de PE et qu'on vous explique que c'est 14%, qu'on a oublié de vous dire qu'il y a un effet dilutif et qu'on a oublié de vous dire qu'il y avait des frais à l'entrée, qu'il y avait des recurring et que vous tombez à 4, ça ne marche pas. Voilà. Donc nous, en gros, ce qu'on a dit, c'est sur la dette infra, on va faire une offre. On va se retrouver sur les niveaux de taux actuels, 6-7 net à l'investisseur. Et on va avoir, grosso modo, je mets les frais administratifs de côté, les frais techniques, mais 2% de frais, et on va répartir ça 50-50, 50 pour le distributeur, 50 pour l'asset manager. Et si on regarde, pour revenir à ce que je disais juste avant, comment ces frais sont constitués et pourquoi c'est 1% chez nous, et comment ça se compare avec une offre institutionnelle. Si je fais la même offre modulo le monétaire, qui est la poche liquide des LTIF, je serai aux alentours de 80-85 centimes pour un instit, et je vais être à 1% pour du retail. D'accord. Et pourquoi j'ai 15 BP de plus?
Parce que simplement j'ai un effort marketing la supplémentaire. distribution, etc. L'année prochaine, probablement, j'ai un stand à Patrimonial. C'est des choses comme ça. Ouais, je comprends. Il faut attendre beaucoup de dispersion dans cette classe d'actifs. Les professionnels en ont l'habitude, Yves, mais il va falloir aussi éduquer les non-professionnels à ce que les rendements soient très dispersés en fonction, et c'est là où ça reste un métier intéressant de sélection aussi de gérants, j'imagine, mais il faut s'attendre à une grande dispersion des rendements dans cet univers. Il faut s'attendre à une dispersion, oui, et en même temps, à mesure que, avec la loi industrie verte, les actifs réels gagnent en place, en maturité, et en importance dans les allocations, je pense qu'on va avoir un point important. L'assureur vie, ou le gérant du PER, assureur en l'occurrence très souvent, il sait qu'il y a une chose qui va se produire, c'est que si, on l'a vu sur l'immobilier, s'il y a un sujet de liquidité, celui qui va reprendre l'actif au bilan, a priori c'est l'assureur. Et donc, quelque part, dans la sélection des actifs, il va devoir être ultra vigilant, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Schroders avec les assureurs, ce qu'ils mettent en UC, ils se disent, est-ce que j'accepterais de l'avoir sur l'actif ? Est-ce que je suis prêt à le prendre moi-même ? Exactement. Et si c'est ça la réponse, a priori, on va trier le bon grain de livret. Très clair. Pourquoi la dette infra ? Vous avez déjà cité plusieurs fois la dette infra. Mais donc, c'est une des caractéristiques, c'est ce qui vous caractérise dans cet univers du non-coté, entre autres chez Schroders. Alors en fait, chez Schroders, en actif réel, on s'est développé depuis un peu plus de 15 ans. Je mets l'immobilier de côté qui est là depuis 70, mais on s'est développé là-dessus. On fait du PE, on fait de l'infra-equity et on fait de l'infra-dette. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comment rentrer sur ce marché naissant et nouveau en se positionnant sans être complètement en compétition frontale, notamment avec les acteurs locaux. Les acteurs locaux, on en a plein qui font du PE, qui le font plutôt bien. C'est pas la peine d'y aller. On est très bon en PE, mais c'est pas là-dessus qu'on serait rentré. Je comprends. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on va dire à des clients particuliers de rentrer sur des actifs non cotés avec une absence de liquidité ou une liquidité partielle sur le LTIF et avec une acceptation du risque différente. Et en fait, pourquoi la dette infra ? En fait, la dette infra, quand vous regardez historiquement, c'est entre ce que vous regardez en termes de niveau de risque, de rating, c'est entre 0,5 et 1% de taux de défaut historique. Même s'il y a un défaut, vous avez un actif réel derrière, donc vous avez du recovery. Bien sûr. Et surtout, il y a un point super important. Si je compare avec la dette privée, j'ai rien contre la dette privée du tout. Il en faut en portefeuille en diversification. Mais en dette privée, vous avez à peu près le même niveau de défaut, un peu plus, mais c'est assez comparable. Sauf qu'en cas de retournement de marché, de cycle économique, vous avez des pics de défaut. Je comprends. Vous l'avez pas en infrastructure. C'est pas linéaire. Et si je termine là-dessus, on est passé quand même par un stress test qu'on ne pouvait pas imaginer, qui était le Covid. Pendant le Covid, on s'est retrouvé à dire, nos clients, on leur disait, l'infrastructure, ça fonctionne toujours, voilà. En fait, non. Pendant le Covid, les aéroports ne tournaient plus. Ça s'est arrêté. Et ça a tenu, et il n'y a pas eu de défaut. Et donc la dette infra, c'est la meilleure porte d'entrée, le meilleur couple rendement-risque pour un client privé qui veut se confronter à cet univers des actifs privés, justement, Alors, Yves. Je suis par essence biaisé, parce que c'est ce qu'on a construit depuis 2015 chez Schroders. On a fait plus de 6 milliards, on a 30 personnes à Paris. Donc la réponse courte est oui. Mais si j'essaye de faire abstraction de ce côté auto-centré, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on va amener des clients, leur expliquer qu'il y a une prime d'illiquidité, qu'il faut accepter, et ça c'est hyper important, même si c'est LTIF, c'est pas liquidable demain matin. Non, il faut expliquer que c'est un tunnel quand même. C'est un tunnel, on a quand même un horizon. La grosse différence, c'est qu'en cas de crise de marché, dans le scénario du pire, quand vous faites de l'immobilier et du PE, et encore une fois, j'ai rien contre ça, quand vous voulez en sortir, il faut vendre. Et vous vendrez à un prix décoté ou quand le marché redémarrera. Quand vous faites de la dette, sauf défaut, vous n'avez pas à vendre, c'est remboursé. Et vous privilégiez des infrastructures déjà existantes, ça dérisque aussi les portefeuilles. On a plutôt une approche qu'on appelle brownfield, greenfield, brownfield, greenfield en développement, brownfield déjà opérant. On fait parfois entre les deux, c'est-à-dire que vous pouvez financer, imaginons, même si ce n'est pas très vert, une autoroute qui doit s'élargir, l'actif est opérant.
vous avez déjà 2 voies, vous êtes en train de faire la 3e, donc vous avez de la sécurité. Donc oui, plutôt brownfield, plutôt sur des technologies matures. Et par exemple, un autre exemple, si on fait des data centers, chez nous les data centers c'est de l'infrastructure, c'est pas de l'immobilier. Bien sûr. Ça peut se discuter. Oui, ça peut être de la logistique. Ça peut se discuter. Okay. Nous, on va faire ce qu'on appelle des hyperscalers, c'est-à-dire des gros actifs. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des gens comme les GAFA, les Amazon, les Google et autres, qui vont prendre ces actifs-là, même vides, pour acheter de la capacité, qui vont avoir cette capacité à payer et avoir de la récurrence sur les revenus. Ouais. Sur un fonds de dette infra chez vous, quel type d'espérance, de rendement est-ce qu'on peut avoir, Yves? Ça va dépendre du niveau de risque qu'on essaie de prendre. Ouais. Si on est sur de la dette senior, c'est pas ce qu'on va faire pour les clients privés. On est sur un spread de l'ordre de 200 points de base, donc de 2%. Si on fait de la dette junior, on est plutôt sur 400-500. Et si on est de spread toujours. Et si on fait du high yield, on est aujourd'hui entre 700 et 900. Nous, ce qu'on a décidé pour les clients particuliers, c'est de faire une combinaison entre ce qu'on appelle la junior et le high yield. À la fin, c'est le sub-investment grade pour faire simple. Et on va générer à peu près 8,5-9 brut. Si je retranche les 2% dont je parlais tout à l'heure, on va se retrouver sur du 6, 6,5, 7 en fonction. Voilà. En fonction des niveaux de taux actuels, ça fonctionne. Merci beaucoup Yves. Yves Desjardins qui est venu évoquer pour nous le sujet des actifs non cotés avec ce focus autour de la dette infrastructure. Yves Desjardins, le responsable Europe de l'Ouest de Schroders avec nous pour cette édition spéciale de Smart Bourse depuis Patrimonia à Lyon. Merci.